Au coin des livres. Au coin des livres, des idées qui inspirent. Explorer les axes principaux de livres qui nous ont inspirés et d'autres que nous avons réalisés et dont nous voulons partager quelques clés. Des livres qui ouvrent de nouvelles voies. Et des livres qui transforment. Touchés par des idées ou par la poésie ou encore la littérature. Et qui sait si l'art ne pourrait pas aussi ouvrir notre cœur, faire vibrer notre âme et élargir notre pensée d'une belle manière que nous vous offrons en dégustation. Bonjour Patrice. Bonjour Christine. Écoute, ravie de te retrouver dans ce contexte et je vais, t'interviewer autour d'un de tes ouvrages. Alors pas le dernier, on aura un autre moment pour ça, mais sur Noosphère, qui est un très bel ouvrage que tu as réalisé. Je me suis bien régalée à le parcourir, à le lire. Hem Et ce que je te propose avant de rentrer dans le contenu de l'ouvrage, c'est peut-être de dire, qu'est-ce que tu dirais de toi aujourd'hui? Donc tu as une carrière et cetera, mais voilà, je suis attentive à qu'est-ce qui est vibrant aujourd'hui que tu as envie de partager? Eh bien, écoute, donc moi je suis un vieux journaliste, qui, poussé par la passion de certains sujets, est devenu aussi écrivain, parce que j'ai quand même fait un certain nombre de livres et arrivé donc à presque 77 ans là maintenant, hem et bah, ce qui me motive, qui est très banal, qui est très classique, mais c'est intéressant de le vivre, c'est l'envie de transmettre des trucs, alors j'ai toujours eu envie, un journaliste, il a toujours envie d'avoir un public qui lit ses livres et de faire passer de l'information. Mais, heu, plus jeune, c'est la passion, elle est dans le fait de le vivre soi-même, enfin, il y a toutes sortes de passions qui nous brûlent et peu à peu, en apprenant, on pourrait dire, le renoncement, ou d'être entre désir et renoncement. C'était le titre d'un livre. Heu et bien, le renoncement à toutes sortes de choses devient possible et même finalement agréable, curieusement. Ça devient même agréable, heu, quand on peut, quand on s'aperçoit qu'il est possible de transmettre et que, heu Bien, très curieusement, je dirais là, par exemple, on me demande d'intervenir sur les sujets sur lesquels je suis beaucoup intervenu depuis 45 ans, qui sont, la fin de vie, l'accompagnement de la fin de vie, les soins palliatifs et c'est vrai que c'est par ça que j'avais été attiré au départ, mais complètement, de façon complètement matérialiste, je veux dire, les expériences de mort imminente bah, là, par exemple, on me demande d'intervenir dans un congrès de soignants, de médecins et moi, j'étais très étonné en disant: «Mais pourquoi, chez vous êtes médecin, moi je ne suis qu'un pauvre journaliste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à propos de la fin de vie?» Et ce qui les intéresse, c'est justement que je suis vieux. J'ai vu, bah, oui, ça fait 50 ans, on peut dire que je m'intéresse à ça et que j'ai vu l'évolution et je m'aperçois que pas mal de gens, alors ça, c'est peut-être une déformation, enfin plutôt une qualité de journaliste et qu'on a eu particulièrement dans l'équipe principale à laquelle j'ai partenu, qui était celle du magazine Actuel, c'est d'avoir une perspective historique. C'est de pouvoir resituer l'évolution des choses, heu, dans le temps et que moi je leur dis: «Bah oui, en 50 ans, ça a pas mal bougé. En 50 ans, ça a pas mal bougé, les soins palliatifs, les débats». Alors il y a des thèmes qui sont toujours les mêmes, sur la fin de vie, l'aide à mourir par exemple, ça c'était très présent en France déjà il y a 50 ans, mais l'aide à mourir au sens d'euthanasie. Mais par contre, les esprits ont beaucoup changé, les esprits se sont ouverts. Moi, dans l'ensemble, je trouve que dans un monde qui nous donne l'impression d'aller vraiment mal, je trouve que les esprits s'ouvrent, voilà, que les esprits s'ouvrent et ça fait plaisir et voilà et donc je peux encore être utile parce que sinon on se dit: «Mais ça sert à rien, arrête de la ramener». Enfin,
tu as suffisamment fait de tours de piste, ben non, ben non, parce que voilà, à cause de cette capacité que nous avons, les vieux journalistes, disons, à un peu comme ça pourrait être comme un historien, mais les journalistes sont un peu les historiens du temps présent. Il ne s'agit pas de s'intéresser, à l'Antiquité ou au Moyen Âge. Non, là, c'est le passé récent, voilà. Le passé récent, il est intéressant, il se passe des choses et voilà, à quoi j'ai là encore l'impression de servir. Alors je te remercie parce que ça va me donner l'envie, mais pas maintenant. Mais on va s'offrir, un débat un jour et je te dirai quand et je te convierai évidemment puisque tu m'en as donné l'idée, sur ça sera vraiment un débat existentiel sur, la place dans le monde, et a-t-on besoin d'être utile pour exister? Bon, Ah, alors on va pas faire ça tout de suite, on fera ça un autre jour. Mais en tout cas merci, je me note la question pour, un autre moment. ah. Donc, la 1re question, c'était de savoir qui tu es aujourd'hui. Eh bien, et qu'est-ce qui est vibrant? Merci. Et puis, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a conduit à vouloir écrire sur cet ouvrage Noosphère et ensuite on rentrera plus, à l'intérieur. Hem, voilà, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu as eu envie de te soucier de cette, thématique? Alors cette thématique, la noosphère, c'est une notion, dont j'avais entendu parler longtemps. C'était un thème dont pouvait me parler mon père, par exemple, qui lisait, pas mal. On parlera de l'auteur et des auteurs après, mais mon père lisait tout ça, mais c'était un peu vague. C'était un peu vague, c'était pas je ne m'y étais pas intéressé plus que ça et puis, le temps passant, ah bah si, il y a quand même enfin, je vais te raconter un truc après, qui est très précis, mais le temps passant, l'idée, que l'humanité devrait prendre conscience d'elle-même comme un tout, que l'idée d'une plus que d'une intelligence collective, mais ça passe aussi par l'intelligence collective, qui est une chose qui m'a beaucoup intéressé. À un moment donné de mon parcours, j'ai participé à la création d'un truc qui s'appelle le jeu du Tao. Le jeu de la quête, que cherches-tu? Et qui, sous nos yeux, très très étonnamment, alors que c'était un jeu individuel, toi, Christine, que cherches-tu? Et on demande comme ça aux individus: «Que cherches-tu?» et on les aide à franchir différentes étapes, «Que cherches-tu? Est-ce que tu es sûr que c'est ça?» Ça, c'est le monde de la terre. Après: «Mais quelles sont les qualités que tu as pour, pour pouvoir mener cette quête à bien?» Ça, c'est le monde de l'eau. Après, le monde du feu, c'est: «Oui, mais quels sont les obstacles? Tu voudrais vraiment, c'est ta quête essentielle, mais pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas? Quels sont les obstacles?» Et puis enfin, le monde de l'air, bon, bah, alors, puisque tu dis que tu veux le faire, alors quel est ton engagement? Quel va être le premier pas? Et ce jeu qui était au départ tout à fait individuel, ça devait devenir une émission de télé. Ça devait devenir mais France Télévisions enfin, pour toutes sortes de raisons trop compliquées à expliquer, France Télévisions ne l'a pas fait et donc c'est devenu un 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 truc en ligne, parce qu'internet commençait à l'époque et très curieusement et sans qu'on l'ait prédit, c'est devenu un jeu collectif. C'est-à-dire que c'était pas toi, Christine, ou toi, Bernard, ou toi, Élisabeth, ou plutôt si, mais chacun votre tour, vous allez dire ce que vous cherchez et puis vous allez répondre à des questions, vous allez parcourir un et les autres vont réagir et c'est devenu un jeu collectif et et à ce moment-là, moi, je me suis beaucoup intéressé à l'intelligence collective, j'y connaissais rien et c'est très intéressant de participer à un atelier d'intelligence collective parce que au départ, c'est un peu mou, c'est oui, les gens ont des belles idées, bien sûr, mais et puis à mesure quand c'est mené par des professionnels, et j'ai admiré les professionnels qui arrivaient à pêcher dans ce que chacun disait, quelque chose qui résonne avec ce que les autres disaient et de peu à peu, en en 24 heures, on voit une intelligence collective, surgir. Moi, au début, j'en étais sur le cul parce que, heu
parce que ça commence donc très banal, que voulez-vous dans la vie? Alors, les gens, ils veulent tous, bien entendu, la paix, l'amour, le truc, le machin, mais c'est pas opérationnel, c'est pas et bien mener une séance d'intelligence collective, à la fin de la journée, tu as des projets concrets. Tu as des projets concrets sur lesquels les gens sont prêts à s'engager. Ça, c'est de l'intelligence collective. Mais la noosphère, c'est une notion plus vaste. C'est littéralement de la conscience. C'est-à-dire et la conscience, ça, c'est un vaste sujet. Ça nous touche à tous les niveaux. C'est pas simplement de l'intelligence, c'est aussi du sentiment, c'est du de l'existentiel, du vécu, et cetera, et cetera. Et donc cette notion, elle me travaillait, elle est arrivée peu à peu, jusqu'au moment où je me suis rendu compte, notamment chez des amis de mes enfants, plus précisément de mon plus jeune, de ma fille qui a aujourd'hui 35 ans, mais à l'époque elle était plus jeune que ça et qui était elle très motivée dans la vie et qui avait la chance d'avoir des passions, puis qui était entourée de quelques amis qui me donnaient vraiment l'impression d'être désespérés, des jeunes désespérés qui, heu pour toutes sortes de raisons, c'est-à-dire que, quelque part, si on est très rationnel et qu'on écoute ce qu'on nous dit sur, l'humanité, sur la biosphère, sur ce que l'humanité fait à la biosphère, il y a de quoi, baisser les bras. C'est-à-dire que dire: «Non, non, non, je vais pas» et ils étaient donc très déprimés et et c'est un peu en pensant à eux et c'est comme ça après que j'ai bâti mon livre. Je me suis centré sur un personnage, mais dont j'ai changé le nom, mais qui existe vraiment et heu, il disait pas qu'il voulait se suicider, mais c'était presque pire parce qu'il il allait se liquéfier dans un no future. Alors là, c'était vraiment le no future, mais le no future des punks était mais il était agressif et dynamique, tandis que là, c'était un no future complètement mou. Et qui m'a fait un peu peur. Je me suis dit: «Mais est-ce qu'on a engendré, la génération qui vient après nous? Est-ce que» voilà et donc j'ai décidé à ce moment-là de prendre ce concept que je connaissais mal, de noosphère, de donc qui est noosphère. Nous en grec, ça veut dire, l'esprit, on pourrait dire et sphère, bon, bah, une sphère comme il y a une biosphère. Et alors, il y a eu des circonstances particulières. C'est qu'à l'époque, je faisais des reportages pour une émission que j'avais sur TF1 et puis en même temps pour le journal actuel, c'était un doublé. Je suis allé voir les gens qui faisaient, je ne sais pas si tu te souviens, Biosphère 2 dans Oui. le désert d'Arizona. Des gens qui voulaient faire une espèce de petite planète bis. Heu alors des Américains très, très concrets et puis qui avaient réussi à trouver le sponsor parce qu'ils avaient mis des millions de dollars là-dedans et qui avaient créé, dans le désert d'Arizona, une sorte de serre géante, on pourrait dire et qui était, complètement étanche, qui ne recevait rien de l'extérieur sinon de l'énergie, de la lumière et de l'information. Énergie et information. Mais tout le reste, tout ce qui était matériel, ça n'entrait pas, c'était et alors à l'intérieur, ils avaient créé, une petite planète avec un mini désert, un mini désert maritime parce que une mini jungle tropicale, de toutes sortes un mini océan et puis, une mini alors, anthroposphère, on pourrait dire, un endroit où 4 hommes et 4 femmes ont vécu pendant 2 ans et ça avait un double objectif. D'une part, c'était d'essayer de alors l'objectif utopique tout à fait au début, c'était qu'il disait: «Mais si on va sur Mars, il faudra Mmh. bien créer, de une» parce que sur Mars, il y a rien à respirer, rien à boire, rien à manger. Il va falloir créer des colonies spatiales dans lesquelles des humains pourront vivre. Mmh. Mmh. Alors ça, c'était un peu l'utopie totale. Mais en même temps, il disait: «Si on crée une mini planète
si on crée une mini planète, on va pouvoir mieux étudier les cycles. Alors il y avait une technologie pas possible là-dedans parce qu'il y avait des machines pour créer des marées, heu et puis tout était recyclé en permanence. Si tu faisais pipi, dans le jardin, c'était de l'eau que tu allais boire 48 heures plus tard. Donc il y avait pas moyen de tricher là, tout était accéléré et rendu plus transparent et c'était très intéressant et c et alors ils avaient un gourou, enfin un type, remarquable, qui je crois qu'il vit toujours, mais il est tout à fait au bord, je crois qu'il a plus de sa tête. Il s'appelle John Allen, c'était un ingénieur qui était en même temps un poète. Il signait Johnny Dolphin et on s'est tout de suite très, très, très bien entendu, Johnny et moi. Et enfin, il s'entend avec à merveille, il se serait merveilleusement bien entendu avec toi si tu ne l'as pas connu et c'est lui avec une de ses amies, il avait beaucoup de scientifiques qui travaillaient avec lui, dont Lynn Margulis. Lynn Margulis, c'est la grande spécialiste des bactéries. Comme tu le sais, nos vrais ancêtres, ceux qui ont porté l'ADN au début sur cette planète, c'est les bactéries. C'est nos vrais ancêtres et alors il m'a raconté, c'est lui d'ailleurs qui m'a raconté cette histoire et lui et Lynn Margulis, elle était là et il me dit: «Bon, ben voilà, racontons l'histoire de cette planète en quelques étapes. Première étape, une lithosphère, c'est une boule de pierre. Cette boule de pierre est encore brûlante et quand déjà vient se fixer sur elle une autre sphère qui s'appelle la biosphère. Elle est là tout de suite, c'est-à-dire que la vie, l'ADN est d'abord pendant 2 milliards d'années au moins uniquement sous forme bactérienne. La vie, c'est-à-dire ce machin très étrange qui est gouverné par l'ADN, a pris possession de la surface de cette boule de et donc de la lithosphère, on a eu une biosphère et la vie a littéralement modelé la 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 surface de la Terre et toi, là, moi, je suis, à Paris, enfin, en banlieue parisienne et bien, sous mes pieds, il y a des kilomètres de roches sédimentaires et bien, cette roche sédimentaire, elle a été complètement malaxée par des éléments telluriques, mais aussi par des éléments biologiques. C'est-à-dire que les bactéries ont malaxé, sculpté, travaillé tout ce qui est sédimentaire. Et une grande partie des roches, même les Alpes, ce sont des roches qui ont surgi, alors poussées par des forces là, telluriques, mais ça a été travaillé par la vie. Donc la vie, elle est là, et la vie, elle est très, très, très costaud. Elle est très costaud et en tant qu'écologiste, on dit: «Attention, la vie est fragile, il faut la» pas la vie en soi, c'est certaines formes de vie qui sont apparues après, mais la vie en soi, c'est-à-dire les bactéries, pour dire simplement, les bactéries, tu peux pas absolument rien, absolument même si tu fais péter toutes les bombes atomiques que nous avons, les bactéries, elles seront toujours là. Elles poussent même à l'intérieur des réacteurs nucléaires. Donc ça, c'est très, très, très costaud. La biosphère, c'est un machin hyper costaud. Ça, c'est ce que m'explique John Allen. On était assis au bord du petit de la petite mer qui faisait la taille d'une d'une piscine olympique, mais qui était qui contenait un récif de corail et qui, grâce à des machines, avait des marées basses et des marées hautes et cetera et c'était incroyable et alors il me dit dans cette biosphère qui a pris possession de la planète Terre, alors sont apparues toutes sortes d'espèces de plus en plus complexes. Après, quand on est passé au pluricellulaire et que c'est devenu de plus en plus complexe et alors très tardivement, comme on le sait bien, est arrivée une espèce très, spéciale. Il y en a eu plusieurs de spéciales, hein, les dinosaures, c'est très spécial, mais une espèce de mammifère qui s'appelle l'humain et alors l'humain, lui, il a été, très rapide aussi, et il a très très rapidement influencé, heu, influencé toute cette biosphère. C'est pas aujourd'hui, on le sait bien, parce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, avec la perte de richesse de l'humus, avec la mort de beaucoup d'espèces, on se dit l'humain, moderne, l'humain industriel
est coupable de tout ça, mais ce que m'expliquait John Allen, c'était que, ça remonte bien avant, ça remonte bien avant. C'est dès que l'humain est devenu agriculteur, on peut dire, alors, il est devenu agriculteur il y a combien de temps? 10 000 ans, 12 000 ans, 8 000 ans? Enfin bon, le la le ce cette époque-là, mais dès qu'il se met à travailler la terre, de manière, très active, l'humain, et ben, il comprend pas tout, hein. Même nos vieux paysans, bah, l'exemple le plus fort, c'est le croissant fertile, ce qu'on appelle le croissant fertile au Moyen-Orient, hein. C'est quoi? C'est ça démarre au nord, c'est l'Iran, il y a l'Irak, la Syrie, ça comprend toute la Jordanie et tout ça. C'était un croissant fertile, c'est-à-dire que c'était un endroit très, très verdoyant. C'est devenu un désert. C'est devenu un désert, et c'est devenu un désert pas à cause des compagnies pétrolières. Non, malheureusement, c'est devenu un désert bien avant. Parce qu'on a surexploité les terres, on a, sans doute pratiqué une forme, alors j'y connais rien là, mais je pense qu'on a pratiqué des modes de culture qui étaient déjà assez intensifs. Aujourd'hui, l'intensif est devenu fou, mais heu, en quelques millénaires, disons, on a réussi à stériliser le croissant fertile, et donc John Allen me dit: tout ça est donc très, très mal barré parce que maintenant, alors en plus, avec à partir de l'ère industrielle, alors ça devient dément, hein. C'est vrai que là, on détruit, et depuis, un siècle, on détruit à très, 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 très grande vitesse. Donc, cette anthroposphère, cette Anthroposphère, anthropocène. oui, l'anthropocène, c'est l'ère dans laquelle on entre. À partir du moment où l'humain, alors, à partir du moment où il, peut-être pas au moment où il arrive, parce que, au dé pendant plusieurs, millénaires quand même, et même parce qu'à partir de quand on considère qu'il y a des humains? Heu l'humain, il est là depuis 1-2 millions d'années, mais peut-être à partir du moment où il fait du feu. Je pense que c'est le bon marqueur puisque c'est à ce moment-là qu'il se distingue des autres hominidés et de ses cousins les grands singes et qu'il y a une différence marquante. C'est ça. On pense quoi? 700 000 ans. Oui, 800 000 ans à peu près, enfin bon, peu importe. 700 000 ans, 800 000 ans. Depuis 800 000 ans, on entre dans c'est vraiment une nouvelle sphère qui se crée sur cette planète, une nouvelle sphère, et ce sont des humains, et pendant longtemps, si tu dis 800 000 ans, bah, pendant presque 800 000 ans, ils ont pas trop abîmé. Donc, on est entré très doucement, à notre échelle, en tous les cas, ça a été très doucement qu'on est rentré dans l'anthropocène. Mais l'anthropocène est devenu, un vrai problème à partir du moment où on s'est mis à cultiver. On est devenu des cultivateurs, donc ça, c'est beaucoup plus récent. C'est pas 800 000, ça, c'est, je dirais, plutôt 10 000. Et Oui, hein, ça dépend des zones. Il y a des endroits de la planète où il y a encore des humains, enfin, je pense que tous les humains savent faire du feu. Il y a pas je pense pas qu'il y ait d'humains, je me rappelle, avec Actuel, on avait cherché le le restant d'humain le plus ancien, je crois que, mais ça, c'était il y a longtemps déjà, c'était il y a presque 50 ans. On en avait trouvé aux Philippines, des gens qui étaient des comment dire? Comme des peuples premiers, comme on dit, des peuples racines, heu, qui vivaient dans des grottes, dans un endroit, je ne sais plus quelle île des Philippines, mais je pense qu'ils savaient faire du feu, bien entendu, ils savaient faire du feu, et et donc donc j'en reviens au descriptif que me fait John Allen, et il me dit: on est fichu, sauf si surgit une nouvelle sphère, si l'humanité, si l'anthroposphère est capable d'engendrer une sphère de plus, une sphère de conscience, une noosphère. Une noosphère, c'est-à-dire si les humains parviennent à dépasser leur inconscience, parce que tout ça, ils l'ont quand même fait en non-connaissance et en non-conscience de ce qui les avait engendrés, de la matrice qui les avait engendrés, qu'ils ont abîmé, sans vergogne, mais sans même s'en rendre compte. C'était pas, et
et maintenant, il est grand temps que jaillisse et alors là, c'est pas si maintenant je peux dire le nom des auteurs. Vas-y. Il me dit, cet Américain incroyable, John Allen, dans sa Biosphère 2 avec Dylan Margulis, qui est l'une des plus grandes spécialistes mondiales des bactéries. Heu, il faut lire l'univers bactériel de Lynn Margulis, c'est tout à fait incroyable qu'elle a fait, avec les dessins de son fils. Elle a un fils, un fils qu'elle a fait avec, un type qui est assez connu aussi, qui s'appelle Carl Sagan. Ah Heu bah oui, ah et bah l'astrophysicien et Lynn Margulis et Carl Sagan ont fait un garçon qui s'appelle donc Sagan, comme son père et j'ai oublié son prénom. Mais donc ils me disent, ces 2 là, John Allen et Lynn Margulis, ils disent: «Mais tout ça, tout ce qu'on vient de te raconter là, c'est pas du tout nous qui l'avons trouvé, c'est un Français et un Russe». C'est un Français et un Russe. Alors, le nom du Français, ça je le connaissais, c'était Pierre Teilhard de Chardin, ce type qui était un paléontologue, mais qui était aussi jésuite. Et puis Vladimir Vernadsky, un Russe. Alors lui, j'avais jamais entendu parler, je savais même pas. Lui, c'est un géologue. C'est un géologue russe et ensemble, ils ont, sans le savoir, ils se connaissaient pas, bah, l'un en France, l'autre en Russie et en Ukraine. C'est un ukraino-russe, hein, ce qui est assez étrange, allez, là, au temps oui. présent, mais c'est un ukraino-russe. Il y a beaucoup d'ukraino-russes ou de russo-ukrainiens, ça c'est, de ce qui rajoute une note de plus à la tragédie qui se vit en ce moment. Mais bon, heu, alors le le théologien Teilhard de Chardin, lui, je savais très bien qu'il avait existé et parce que mon père avait tous ses livres que je n'avais jamais lus. Alors du coup, je me suis plongé dans la lecture des livres dont alors le plus fameux peut-être s'appelle «Le phénomène humain» de Teilhard de Chardin parce que c'est un c'est un catholique, un jésuite, il est jésuite, mais il tire sur la moustache très susceptible du Vatican parce qu'il est darwinien. Pour lui, Darwin, ça a été, c'est un penseur essentiel pour comprendre l'évolution, pour comprendre qu'on est, heu, bah, oui, Adam et Ève, bien sûr, c'était une belle légende, comme disait Jean-Marie Pelt, il disait: «C'est une fable, les religions, c'est ça, c'est des fables et ce qui est important, c'est la morale pour mieux vivre». Attends, excuse-moi, je t'interromps. Ce qui m'épate, c'est que nous soyons encore à devoir choisir et qu'une religion puisse nier l'évolution physiologique, alors qu'effectivement, si tu mets chaque chose à sa place, l'un est une mythologie qui t'explique l'origine du monde et l'autre, c'est voilà, c'est l'origine des espèces et je suis hallucinée que des personnes sensées aient pu, vouloir, tu vois, nier les choses et que dans les 3 religions du livre, il y ait, cette création du monde dans un continuum qui n'a pas de sens et avec, Adam et Ève qui sont, qui sont une création de Dieu. C'est si on met chaque chose à sa place, il y a plus de problème. Mais de vouloir, tu vois, éliminer les singes et les hominidés et te faire croire qu'on descend d'Adam et Ève, évidemment, la plupart des gens sont partis, parce que ça tenait pas la route. Je te rends la parole. Oui, c'est ça. Mais alors, là, j'ai dit, il tirait sur les moustaches du Vatican en lisant Darwin et ses parents, c'était une famille d'aristocrates auvergnats, Teilhard de Chardin, les et quand il a demandé qu'on lui offre pour son je sais plus quoi, 17e ou 18e anniversaire, «L'origine des espèces», le livre, heu celui De des 2 livres, il y a 2 livres, de Teilhard de Darwin, de Charles Darwin. Il y a l «L'origine des espèces» et puis il y a «La filiation de l'homme» et c'est en général, on connaît moins bien le second et et c'est dommage parce que le second dans le second, on comprend que Darwin s'interroge quand même sur l'humain. L'humain est quand même très, très, très particulier comme, dans la comme animal. comme animal, oui, c'est quand même un animal très spécial et Darwin n'a pas conclu, il n'a pas
Souvent souvent les disciples d'un grand maître sont plus dogmatiques que le maître, très, très souvent et les darwiniens ou les néo-darwiniens, sont quelquefois plus bloqués sur, des certitudes que Darwin n'avait pas forcément et il a été un découvreur fantastique, mais il était ouvert à à à, à l'éventualité d'autres hypothèses, en particulier pour ce qui concernait l'humain et donc voilà, mais là, tout de suite, il faut dire une chose, parce que j'ai dit tirer sur les moustaches du Vatican. Le Vatican a reconnu, je crois que c'est Jean-Paul II qui a admis que Darwin était quand même un maître très intéressant, hein. Je ne sais plus à quel moment de son pontificat, Jean-Paul II, heu, bah, absout en quelque sorte, Darwin qui avait été évidemment condamné par le Vatican à l'époque, donc l'autre, grand, inventeur de la noosphère d'après donc mes interlocuteurs américains, c'est Vernadsky et Vernadsky, lui, c'est un géologue beaucoup plus classique. C'est un type, c'est un génie qui est très vite, il naît en Ukraine et il fait ses études à Saint-Pétersbourg à la fin du 19e siècle. Il est l'élève de Mendeleïev. Le tableau des éléments, hein, qu'on a tous appris, au lycée, tous les éléments depuis l'hydrogène qui porte le chiffre 1 parce qu'il a un seul proton et un seul électron et jusqu'à l'uranium ou aux métaux très lourds qui en ont 200, je ne sais plus combien. Ça, ce fameux tableau qu'on a tous et qui reste valable, c'est Mendeleïev et c'est lui le professeur, c'est l'un des 2 professeurs de Vernadsky et l'autre professeur dont je vais pas pouvoir te dire le nom parce que là, il m'échappe tout de suite, c'est l'inventeur de la podologie, de l'étude des sols et c'est en étudiant les sols, en particulier les sols d'Ukraine. L'Ukraine, c'est la terre noire la plus fertile du monde, ça s'appelle le tchernosium. Tcherno, noir, ziom, terre, terre noire. La terre noire, c'est un humus qui peut descendre à plusieurs mètres de profondeur. Alors que sur la planète, s'il y a ça d'humus, on est content. Voilà et c'est en étudiant le tchernosium, pour son professeur de géologie que Vernadsky s'interroge. Parce qu'il voit que le tchernosium, c'est composé de tout un tas d'éléments chimiques et c'est ça qu'on lui demande d'étudier, mais il dit: «Mais il y a de la vie là-dedans». Il y a de la vie effectivement. L'humus, c'est une combinaison de vers, de mollusques, de crustacés, d'insectes de toutes sortes, de bactéries, parce qu'à l'époque on découvre les bactéries donc et et il dit: «Mais ça a une spécificité. La vie a une spécificité». Il appelle ça, le 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 c'est de la matière animée. De la matière animée et il se demande si les matérialistes réductionnistes, heu, qu'il a comme professeurs, qui sont des génies, mais qui pensent que la vie a jailli de l'inerte, que, heu, alors à l'époque, je sais que Pasteur se moquait des gens qui pensaient qu'en prenant des chiffons bien pourris et en les laissant pendant un long moment, peut-être qu'il va naître une souris. Peut-être que l'inerte peut engendrer le vivant et il a un grand doute, il a un grand doute, il n'est pas sûr. Il se demande si la vie ne vient pas d'ailleurs. C'est l'idée de panspermie, l'idée que, alors à l'époque, on ne connaît pas l'ADN, on connaît pas l'ADN, mais en gros, il se dit: «Ces choses vivantes», donc nous savons que ces choses, elles sont, gérées par l'ADN, elles viendraient peut-être d'ailleurs. Elles viendraient peut-être d'ailleurs et alors, Teilhard de Chardin et Vernadsky vont vivre dans des conditions effroyables parce que le premier, il va être brancardier, caporal brancardier pendant 4 ans dans les tranchées de la guerre de 14-18 et c'est une situation épouvantable et l'autre, le russe, il va vivre toute la révolution russe, les différentes révolutions russes parce qu'il croit, lui, c'est une espèce de social-démocrate et quand ce sont finalement les bolcheviks qui prennent le pouvoir en octobre-novembre 17, il va momentanément se réfugier, heu,
en Ukraine, à Kiev. D'ailleurs, au passage, il crée l'Académie des sciences de Kiev, parce que c'est quelqu'un, il passe quelque part, il crée une académie, quoi. Il est très costaud, avec un objectif, l'Académie des sciences de Kiev, il l'a créée en lui fixant un objectif: essayer de résoudre l'énigme de la matière vivante. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'appelle la vie? Et Teilhard de Chardin, dans les tranchées de 14-18, pendant les 4 ans où il est dans les tranchées, très brave d'ailleurs, il est médaillé, il est très courageux, il va chercher les blessés sous les bombes. Et pendant les 4 ans où il est, eh ben, quelquefois à la lueur d'une bougie, il écrit 16 petits essais, philosophiques, théologiques, parce qu'il est prêtre. Il est prêtre. Et voilà. Et donc dans des conditions sous pression, on pourrait dire, les 2 hommes sous pression, se mettent à avoir presque, on pourrait dire, des visions, et ils voient un peu la vision, la vision qui va devenir, à laquelle ils vont donner le nom de noosphère, quand ils vont se rencontrer après la guerre. Après la guerre, parce que finalement les soviétiques, enfin les bolcheviks se sont aperçus que c'était un type très génial et que c'était mieux de ne pas le fusiller. Et ils lui ont même confié des missions au début. C'est lui qui est chargé d'étudier les météorites. Il y a des météorites fantastiques qui se sont écrasés en pleine Sibérie, et il étudie ça, il étudie, mais lui, il reste avec sa son obsession de comprendre qu'est-ce que c'est que la vie, et c'est pas possible que ça sorte de l'inerte. Et Teilhard de Chardin, lui, et ben, il sort avec avec l'impérieuse nécessité de convaincre sa hiérarchie, donc les cathos, l'Église catholique jusqu'au Vatican. Il écrit en disant: «Mais il faut intégrer, il faut comprendre la vie, Darwin a eu raison, la vie, elle évolue. Nous ne sommes pas, alors d'accord, Adam et Ève, mais alors Adam, ça représente, et Ève, ça représente plusieurs milliers de générations d'humanoïdes au début, enfin de d'hominiens, puis d'humains. Alors dans ce cas-là, je suis d'accord. Si vous dites que Adam, c'est le nom qu'on donne à, je ne sais pas, 400 000 générations d'humains, alors je suis d'accord avec l'idée que nous sortons de Adam et Ève. Voilà, bien. Alors évidemment, le Vatican rejette tout ça, et jusqu'à la fin de sa vie, hein, il va mourir en 1955, et jusqu'à la fin de sa vie, il est interdit de publier. Enfin comme quoi, il était courageux. Peut-être un peu maso, enfin je sais pas, de rester là-dedans. Il ne pourra, Bah, mais il triche. il avait la foi, il a pas su la décliner autrement que sous cette forme-là. Oui, oui, il avait la foi, il avait une foi absolument, enfin surpuissante, et il s'est quand même pas privé d'écrire, évidemment. Il a écrit, écrit, écrit. Alors à l'époque, il y avait pas de il y avait pas d'internet, il y avait pas, même pas de si, une Ronéo, si, des amis, une Ronéo, la Ronéo, la première Ronéo, machine à alcool inventée par un ingénieur allemand. Des amis lui offrent une machine à alcool dès les années 30. Et Ah, donc on fait des, moi j'ai bien connu la Ronéo quand j'étais ado, on ronéotait, n'est-ce pas? Et donc on fait des copies. Donc il écrit, et les copies circulent sous le manteau, vraiment comme des amysdates. C'est les amysdates, les écrits clandestins, dans l'Union soviétique. Je me demande même s'il y en a pas encore aujourd'hui, parce que, quand même aujourd'hui, il fait pas bon être opposant, en Russie. Et donc il y a des tas de gens qui connaissent. Je sais que, Malraux ou le général de Gaulle avait lu, Teilhard de Chardin, qui n'a donc pas été publié avant sa mort, et il a tout légué à sa secrétaire, une femme admirable, qui, elle, n'avait rien à foutre de l'interdit du Vatican, et qui, dès 56-57, va tout publier, et ça va faire le tour du monde. Mais il faut revenir à la noosphère, et donc ces 2 hommes se rencontrent en France parce que, heu, Lénine, c'était encore Lénine. Lénine a dit à Vladimir Vernadsky
d'aller faire des conférences pour montrer que la science russe restait très vivante et il l'envoie, il est envoyé à Paris, à la Sorbonne et il va donner un cours pendant un an et demi à la Sorbonne sur tous les sujets dont nous parlons là et puis immanquablement, alors, immanquablement, Teilhard de Chardin va venir écouter ce Russe dont on parle. Il y a un Russe, heu, qui est alors je sais p oui, qui est envoyé par Lénine quand même, pour donner un cours et voilà et ils vont devenir amis. Ils vont devenir amis et ils discutent, ils discutent, ils ont des conversations. Je crois que j'ai heureusement le journal parce que je suis allé en Ukraine. Je suis allé en Ukraine avant, enfin, en 17, en 2017 pour essayer de retrouver les traces. Alors la grande bibliothèque scientifique, de Kiev, elle s'appelle Bibliothèque Vladimir Vernadsky et donc évidemment quand j'arrive et que je demande: «Est-ce que vous connaissez ce bonhomme?» évidemment et bah et il y a une pièce entière qui est remplie de son œuvre, Mmh. écrite essentiellement en russe, donc je suis infoutu de le lire, mais heureusement, il y a un de ses élèves qui a résumé son œuvre dans un livre. Alors je vais photocopier ce livre intégralement, page par page. Je sais pas, 500 photocopies écrites en russe, mais que je vais ramener à Paris avec moi et que je vais faire traduire par un ami russe à qui je dois beaucoup, que je ne remercierai jamais assez et qui va me traduire. Ça va prendre des semaines et des semaines et des semaines. On se voit régulièrement et il est tout content parce que lui, c'est l'élève d'un autre Russe fameux qui était, lui qui s'est retrouvé au goulag et qui était le mathématicien Nalimov. Et Nalimov, qui faisait partie de des anarchistes spirituels, de la confrérie des anarchistes spirituels et qui a enfin bon bref, voilà et donc je découvre la discussion, je la découvre, partiellement grâce au journal de bord, parce qu'il a un journal de bord aussi Vernadsky et dans son journal de bord, il raconte tout ça. Il raconte, leur rencontre et hem et donc, je ne sais pas, là, peut-être qu'il faut que tu me poses une question de plus parce que Et je ce que je voulais je savoir, pars en roue libre. ce que je voulais savoir, c'était donc quels étaient les 2 auteurs, ça tu viens de nous le dire. Donc ils dialoguent, ils se mettent d'accord sur cette notion de noosphère et ce qui serait bien, c'est que tu puisses dire, bon, bah, du coup, quelle est, comment eux 2 la nomment cette noosphère? Est-ce que c'est simplement la sphère de la conscience ou est-ce que tu veux en dire davantage? Et puis, une fois qu'on aura fini sur ce point et je te pose une autre question. Donc Alors qu'est-ce qui à quoi ils aboutissent alors tous les 2? le mot noosphère, le mot apparemment, parce que Teilhard, je dois dire alors ils sont très, très, très différents, hein. Teilhard, c'est un visionnaire, c'est quelquefois un peu un poète. Je comprends que de ce point de vue-là, il ait pu plaire beaucoup à l'américain John Allen dans sa bulle, de d'Arizona. Il est poète et heu, il a des grandes envolées. Il est scientifique incontestablement. Pour lui, c'est très important d'être rigoureux par rapport aux règles de la science, mais même ces formulations scientifiques sont dites avec un ton un peu lyrique. Alors que Vernadsky, alors lui, c'est vraiment le scientifique classique, classique. Heu ça doit même pouvoir être, très chiant à lire parce qu'alors vraiment il faut être spécialiste de la question. Il même si les visions qu'il en tire sont alors, heu, Ils en viennent à je quoi dois alors? je dois rajouter 2 choses. Je dois rajouter 2 choses, c'est que les la noosphère
Alors d'abord, le mot lui-même serait de l'ami philosophe des sciences, qui les a réunis, les 2 hommes, qui s'appelle Édouard Leroy. Leroy, c'est celui qui a succédé, c'est un élève de Bergson, Henri Bergson, et c'est celui qui a succédé à Bergson au Collège de France. Et il est très content et il participe d'ailleurs à toutes les discussions et c'est lui qui leur a dit: «Mais en fait, ce dont vous parlez, je vous propose un mot», parce que, Teilhard, il disait: «La grande monade», Vladimir Vernadsky, il cherchait, du côté de le germe de la matière vivante, il cherchait puis, Édouard Leroy, donc est un helléniste, heu il est professeur de philosophie grecque et latine au Collège de France et il leur dit: «Ben, je vous propose un mot, nous, l'esprit, sphère, la sphère, donc la sphère de l'esprit» et ils tombent d'accord et tous les 2, parce que Vernadsky, lui, va repartir en Union soviétique et c'est un miracle qu'on ne l'ait pas assassiné parce que enfin, qu'il n'ait pas été envoyé au goulag parce que la sphère de l'esprit, ça sonne pas très matérialiste, enfin, en tous les cas, pas très stalinien. Et pourtant Staline va le respecter. C'est rare, c'est très, très rare. Et Teilhard, lui, alors il adopte tout de suite, alors il la noosphère, ça y est, ça devient sa notion et les 2 sont obligés d'admettre une chose que je t'ai pas dite juste avant, pardon, mais je vais le dire très vite, c'est que cette vision donc de ce qu'ils vont appeler noosphère, à par des voies très, très différentes, tous les 2 avoueront qu'ils ont eu leur plus grand flash, on pourrait dire, dans des sortes de délires dans des sortes de délires. Alors Vernadsky, c'est carrément un délire parce que, quand il était encore en fuite, parce qu'il pense que l'armée rouge va l'attraper et qu'on va le fusiller, heu, il attrape le typhus et il a des vrais délires, mais alors c'est un esprit particulier. Lui, quand il se met à délirer sous la fièvre, il a plus de 40 de fièvre, il va mourir. On le soigne en Crimée et mais ses délires s'organisent. Il a un esprit qui alors ses délires s'organisent et donc la matière vivante, l'énigme de la matière vivante, i i i il la il la porte dans son il imagine une académie qui va ré être consacrée uniquement à cette recherche-là, par exemple et sa femme, Natacha, enfin Nathalie, qu'on appelle Natacha, heu note tout ce qu'il dit, parce que dans son délire, il parle, elle va tout noter, c'est assez extraordinaire et Teilhard, c'est pas une maladie, mais Teilhard, il est donc au front et c'est effroyable la guerre de 14-18 et mais il se rend compte d'une chose qui pourrait paraître monstrueuse, c'est que quand arrive, une permission parce que, les poilus dans les tranchées, de temps en temps, ils pouvaient, respirer et alors, faire, se reposer un peu à l'arrière, mais quelquefois même retourner chez eux et lui, il retourne dans sa famille en Auvergne et il est chaque fois très déçu parce que chaque fois, il est tout content de retrouver les siens, mais il trouve que les questions qu'on se pose quand on est à l'arrière, C'est mesquin. c'est c'est mesquin, c'est mesquin. Il trouve que tout est mesquin. Il est dérangé par ça et il est embêté parce que ce sont les siens, c'est sa famille et tout, mais il trouve tout petit, mesquin et il écrit un petit livre qui s'appelle «La nostalgie du front». Ouais, Il a ex il a catastrophe de du front l'intensité et et du intense. fait il écrit: «Quand on est au front» et alors vraiment au front de 14-18, c'est juste monstrueux, quoi. Il dit: «Là, les questions sont la question de la vie et de la mort se pose à chaque instant. Tu aides l le le camarade qui est à tes côtés, tu peux lui sauver la vie, lui, surtout que lui, il tire pas, il tue personne, il ne fait que sauver. Il a il a littéralement des visions et il décrit ça. Il dit, «Un soir, je me suis donc je partais me coucher», donc il pouvait aller se coucher, il se couchait dans une grange, heu, où il y avait encore d'ailleurs des paysans qui étaient encore là, que c'est très curieux et il dit: «Je me suis retourné et j'ai vu la ligne rouge du front», parce que le front de 14-18, c'est tellement intense que, heu, la nuit, tu vois une ligne rouge, c'est tout rouge, c'est le rouge du feu, c'est aussi le rouge du sang et
tout d'un coup, il dit: «Tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être un animal préhistorique qui ne comprend rien à ce qui se passe, mais pourtant quelque chose se passe. Quelque chose se passe, il y a une transformation, il y a un accouchement monstrueux de quelque chose que je ne peux pas comprendre. Comme, les dinosaures, s'ils assistaient à des éruptions volcaniques, ne pouvaient pas comprendre que peut-être ils allaient disparaître et que quelque chose d'autre allait apparaître qui s'appellerait les mammifères. Et ça, les 2 hommes, quand ils discutent ensemble, ils se le disent, ils s'avouent tout, ils se racontent tout. Et 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 alors ce qui apparaît et qui est important là, maintenant, de dire, c'est que pour eux, la noosphère, donc cette sphère dont on a besoin aujourd'hui. Alors moi, là, je repense à mes jeunes gens désespérés qui se disent: «Mais c'est foutu, heu, tous les jours on perd des espèces vivantes, tous les jours. Attends, mais ça sert à quoi?» C'est et puis, le réchauffement global, je me rappelle celui que j'appelle Sacha dans mon livre Mmh. et qui s'appelle, un nom un peu semblable, il dit: «Mais vous savez que le réchauffement fait dégager dans les parties les plus nordiques, en particulier en Sibérie et au nord du Canada, fait dégager du méthane depuis le permafrost, parce que le permafrost se dégèle, se décongèle. Poutine est très content et Trump sans doute aussi parce qu'ils se disent: «Ah là, ça va se décongeler et donc on va pouvoir aller exploiter le pétrole, on va pouvoir exploiter l'Arctique en particulier». Et ce jeune homme me dit: «Ils sont complètement fous parce que le méthane que ça va dégager, c'est là, actuellement, le CO2 qui bousille, enfin qui bousille, qui ne bousille plus, paraît-il, la couche d'ozone, mais la couche d'ozone, c'était pas le CO2. Non, le CO2 qui provoque le réchauffement global, Mmh. et bah, c'est rien à côté de ce que vont provoquer les dégagements de méthane, de toutes ces zones qui, jusqu'à présent, étaient gelées et qui vont dégeler. Et ça donne quelquefois des explosions en pleine, toundra, la toundra, en pleine, territoire, où il n'y a plus que des lichens et des et n'est-ce pas? Et ça provoque des explosions qui font des trous dans le sol gros comme un énorme immeuble. Et bon, bref, il est désespéré et je pense à lui et alors à ce moment-là, les visions de Vernadsky et de Teilhard deviennent parlantes et instructives. Pourquoi? Parce qu'ils disent: «C'est un phénomène inexorable». Heu, de la même façon que Darwin doit être compris comme celui qui a mis le doigt sur des processus inexorables, c'est-à-dire que les bactéries, elles n'ont elles n'ont rien pu faire contre le fait qu'à un moment donné, il y aurait des bactéries plus intelligentes parce que elles avaient cassé les molécules d'eau et donc il y a eu la crise de ça, Lynn Margulis en parle merveilleusement, la grande crise de l'oxygène, parce que l'oxygène pour une bactérie, pour les bactéries de départ, c'est du poison. C'est pour ça qu'on se met de l'eau oxygénée sur une blessure, c'est pour tuer les bactéries. Elles détestent l'oxygène, les tue et donc quand elles ont eu leurs actions étaient les premières actions anti-écolo. Elles ont cassé les molécules d'eau, elles étaient capables de ça, casser les molécules d'eau pour manger l'hydrogène et dégager l'oxygène qui était leur déchet. Et ce déchet, il s'est accumulé, accumulé, accumulé et il s'est mis à y avoir de plus en plus d'oxygène dans l'atmosphère et elles sont mortes par milliards, par trillions de trillions de milliards. Il y a eu une énorme crise. Simplement, l'intelligence du processus a fait que, eh bien, on alors d'une part, elles se sont planquées. Alors les bactéries, elles se sont planquées au fin fond des océans, elles se sont planquées dans la boue, là où il y a pas d'oxygène et puis Non. d'autre part, a émergé une autre sorte de bactéries, des bactéries parce que c'était plus des archéobactéries, c'était des bactéries qui, elles, pouvaient consommer, l'oxygène et puis surtout qui ont inventé, littéralement on peut dire, elles ont inventé des êtres beaucoup plus complexes qu'eux, des comme des amibes par exemple, qui elles raffolent de l'oxygène. C'est comme si nous on inventait, n'est-ce pas, des êtres qui allaient se nourrir de toutes nos saloperies et ça s'est produit. C'est un processus inéluctable et
ces êtres pluricellulaires ces êtres pluricellulaires, ils se sont développés, développés, développés et ça donne toute l'évolution des espèces. Au départ, c'est dans l'eau, on sait bien et puis on sait que les poissons, à un moment donné, ils sortent de l'eau poussés par Dieu sait quoi, la curiosité. Ou ça, il y a toutes sortes d'hypothèses. Pourquoi les poissons, à un moment donné, se mettent à avoir des pattes qui poussent et sortent de l'eau, vont devenir des reptiles? Comment les reptiles vont devenir d'une part des oiseaux, parce que les oiseaux, c'est quand même des sortes de reptiles, mais des reptiles à sang chaud, mais qui pondent des œufs pareil qu'eux, et cetera. Et puis petit à petit, il y a quoi? 50, 60, 70 millions d'années, les premiers mammifères. Et ce sont des processus inéluctables. On peut et donc, ce qu'ils disent, c'est que la noosphère, c'est quelque chose d'inéluctable. C'est c'est le processus vivant, c'est l'étape d'après. Simplement, est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va est-ce que ça va pouvoir se produire sans catastrophe? Ils n'en sont pas sûrs. Ils n'en sont pas sûrs parce qu'eux, en particulier, ils ont eu leur vision alors qu'ils vivaient dans les tranchées, dans la révolution, qui est comme une sorte de guerre civile abominable. Heu, Ce que D'accord. j'essaye de dire aux jeunes gens, parce que alors je leur raconte ça. En particulier, il y a un et à sa fiancée. Heu je leur raconte que c'est inéluctable, qu'il faut miser sur le long terme, que et qu'il faut rêver d'une certaine façon la suite. Il faut la rêver parce que comme pour dessiner en pointillé les lignes de faille de l'endroit où le système malade d'aujourd'hui il va craquer, mais ça serait bien qu'il craque selon certaines lignes. C'est c'est si tu imagines ça sous forme d'un ballon qui gonfle, qui va exploser, alors tu dessines sur ce ballon, tu dessines, une ligne, qui pourrait être peut-être plus intelligente pour qu'il éclate suivant cette ligne-là. Ben, en Oui, gros, pas voilà. trop de casse par ailleurs, quoi. Moi, Pardon? j'entends. Pour éviter certains types de casse et en privilégier d'autres. OK. Oui, oui et alors ils y croient beaucoup, ils croient énormément, heu, à la science. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils penseraient, mais ils sont darwiniens et ils sont scientifiques et ils font une confiance, on pourrait dire, un peu aveugle à la technoscience. Par exemple, quand arrivent les premiers ordinateurs, Teilhard, il est fou de joie. À ce moment-là, Vernadsky est déjà mort parce que Vernadsky était plus vieux. Il avait une quinzaine d'années de plus que Teilhard. Vernadsky est mort en il est mort en, fin 44, début 45, après avoir essayé de convaincre, le croirais-tu, Staline. Il a et Staline l'a respecté comme, on dit comme, Ivan le Terrible a respecté saint Basile. Saint Basile pourtant disait à Ivan le Terrible des choses très dures, mais s Ivan le Terrible, fondateur de la Russie, Ivan le Terrible, avait peur un peu de de cet homme un peu magicien et peut-être que Staline avait un peu peur de Vernadsky et de toute façon, il lui faisait pas de mal. Mmh et il faisait mener des recherches complètement à l'opposé de ce que pensait Vernadsky, parce que Vernadsky pense que la vie ne peut pas surgir de l'inerte. Elle a pas jailli comme ça. Tu prends du calcium, du carbone, de l'hydrogène, et tu mélanges tout ça et puis tu mets de l'électricité et hop, surgit la 1re molécule d'ADN. Non, il alors nous, on sait que c'est de l'ADN, eux, ils ne le savaient pas, mais ça marche pas et pourtant Staline paye très cher, comment s'appelle-t-il? Ah, j'ai oublié le nom de celui qui, qui est payé très cher pour justement essayer de fabriquer de la vie. Fabriquer de la vie avec, comme un certain nombre de nos contemporains pensent que c'est encore possible, hein. Tu prends plein d'éléments justement du tableau de Mendeleïev qui sont des éléments inertes, tu les mets sous une cloche, heu,
tu rajoutes de l'eau, ça c'est sûr, on sait qu'il faut absolument de l'eau, mais c'est a priori inerte et puis tu fous là-dessus des millions de volts de décharge électrique et puis il y a bien quelque chose qui va apparaître et voilà, Oparin, c'est Oparin, le l'anti-Vernadsky et mais Oparin n'aboutit à rien. Il n'a alors on a régulièrement, on entend dire: «Si, si, on a réussi à provoquer, heu, le début d'un acide aminé», mais bon, en tous les cas, Vernadsky écrit un rapport, il fait son coming out parce que longtemps, il a quand même dû un peu camoufler ses idées. Il les camoufle, enfin, en tous les cas, il les officialise pas. Je pense que le KGB ou le GPU de l'époque, le NKVD, était parfaitement au courant, mais on le respectait, il avait apporté il a aidé, à la construction de la bombe atomique, tout simplement, hein, de la bombe atomique russe, Vernadsky, donc à au à former des ce mec-là, on n'y touche pas et il écrit alors finalement un article un grand article un article de 60 pages, sur la noosphère et il essaye de convaincre Staline qu'il y a des choses parce que Staline, sa question, c'est toujours combien de divisions, hein, ou combien de millions de tonnes d'acier ou c'est que en quantitatif, en quantitatif, et il essaie de convaincre Staline que le qualitatif peut être plus important que le quantitatif et et on dit que Staline a forcément lu ce rapport parce qu'il lisait tout. C'était un bureaucrate, il notait au crayon à mine, il notait en marge. Il l'a forcément lu. On a retrouvé ce rapport envoyé à Staline parce que le fils de Vernadsky, lui, s'était barré. Il était prof d'histoire dans une grande université américaine et Vernadsky avait eu la sagesse d'envoyer à son fils son article et l'article est paru dans le Scientific American et Super. donc donc on a la vision que Vernadsky a de la noosphère grâce au Scientific American. C'est paru en tout de suite là, en 45-46 donc mais Vernadsky meurt et on lui fait des funérailles nationales quand même. Alors, on va aller sur la conclusion ouverture, si tu veux bien. Quelle est la pertinence de la noosphère aujourd'hui? Pourquoi ça a du sens d'en parler aujourd'hui? Parce que comme tu le mentionnes, c'est quelque chose qu'ils ont, élaboré, découvert, réfléchi plutôt, dans la première partie du XXe siècle et pourquoi est-ce que ça a du sens aujourd'hui? En quoi ça vient nous éclairer? Alors il faut passer, plusieurs couches de naïveté qu'avaient ces 2 hommes parce que donc Vernadsky était mort, mais quand Teilhard, lui, vit la libération et à la libération, il s'imagine que ça y est, ça commence parce qu'on crée l'ONU. On crée l'Organisation des Nations Unies, on crée l'UNESCO, on crée toutes les grandes instances internationales et il se dit: «Ben voilà, voilà, c'est le théâtre ou la conscience collective» et effectivement, on peut le penser. L'Organisation des Nations Unies, c'est normalement l'endroit où doit et le fait que les scientifiques collaborent, heu, ils collaborent et quelque part, la station spatiale internationale où il y a même des Russes et des Américains en ce moment même qui tournent autour de l'espace, mais mais il est bah, oui, il arrive à la fin de sa vie et donc il est persuadé que ça y est, quelque chose commence et on l'écoute et il est invité à l'UNESCO quand l'UNESCO est créé, je ne sais plus, 47 peut-être, il est invité, il rencontre Malraux. Malraux, c'est là qu'il apprend que Malraux a tout lu de ses écrits clandestins, heu et il y a un moment d'utopie un peu naïve à ce moment-là, un peu naïve et donc parce que les jeunes gens désespérés à qui je parle, eux, ils savent que, bah, malheureusement, l'ONU n'a pas engendré une conscience collective. Un peu, il y a de ça. On et internet, on peut en dire beaucoup de mal, mais là, on est en train de communiquer, toi et moi, grâce à internet.
internet a un côté noosphérique. Noosphérique, on communique sur de tu peux communiquer avec le monde entier et pour le meilleur. Alors évidemment, on a tendance aujourd'hui à dire: «Oui, mais il y a aussi pour le pire» parce que internet ça les algorithmes favorisent les extrêmes parce que ce qui est intéressant et qui intéresse les jeunes gens en particulier sur internet, c'est des points de vue outranciers, puisque les points de vue, C'est pas que ça les intéresse, c'est qu'on fait tout pour qu'on y soit intéressé, ce qui n'est pas la même chose. alors Donc les on rentre dans mmh, ce débat-là parce que c'est un autre sujet. Heu, oui, 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 les 2 les 2 mon général les 2 mon général, c'est-à-dire que, heu, il est certain que, heu, les algorithmes nous manipulent, bien entendu, mais quelque part, je vois, j'ai 7 petits-enfants, dont quelques-uns, sont déjà très tôt, ils vont très tôt sur les réseaux et ça les un point de vue modéré, ne les amuse pas beaucoup. Il faut que ça soit excitant, quoi. Il faut que ça soit excitant et donc facilement extrême et d'une part et d'autre part, ce que me disait le politologue américain Benjamin Barber, qui me disait ça dès le début, que j'avais rencontré disons à la fin des années 90, qui me disait: «Les algorithmes d'internet favorisent le fait de se coller au même que soi». Or la démocratie les les algorithmes favorisent tous les archaïsmes humains. C'est pas un truc ou un autre. C'est pas que d'accord, le c'est tout. Les d'accord, algorithmes s'appuyant sur tout ce qui est archaïque dans notre développement psychique, c'est pour ça que ça marche à tous les coups. C'est pour ça que ça marche très, très bien. Donc pour moi, ce d'accord. qui m'intéresse, c'est qu'on parle de la D'accord, no écoute, on et l'autre je t'interviewerai volontiers là-dessus parce que visiblement tu y as réfléchi beaucoup plus que moi et moi ce que je sais simplement, c'est que très tôt, des politologues américains comme Benjamin Barber m'ont dit: «Aïe, aïe, aïe, ça va pas dans le sens de la démocratie parce que la démocratie, c'est discuter avec des gens différents de toi dans une assemblée normalement, dans une assemblée démocratique». Heu, alors la démocratie parlementaire, parce qu'il y a des démocraties, dictatoriales, je ne sais pas comment ça marche exactement, mais la démocratie parlementaire, c'est d'accepter d'être dans la même enceinte que des gens qui ne pensent pas du tout comme toi et qui ait un dialogue. C'est bien le problème qu'on a en France en ce moment et heu, donc inter mais je suis sûr que si Teilhard de Chardin et Vernadsky vivaient encore, ils diraient à nos jeunes gens qu'internet, c'est formidable, que ça va passer par là, que ça va passer par là, mais est-ce que ça suffit? Moi, les enquêtes que j'ai faites plus récemment plus récemment et dont on parlera une autre fois et qui portent sur qu'est-ce que c'est que la conscience, heu, m'amènent sur d'autres pistes, complètement d'autres pistes et donc la noosphère, heu, elle a certainement admettons avec une image très, très simple, elle repose sur 2 pieds. Elle a un pied qui est certainement lié à la technologie et c'est ce à quoi croyaient beaucoup Vernadsky et Teilhard, qui pensaient que c'était beaucoup par la technologie qu'on allait que le processus inéluctable qui faisait que, on allait être obligés, les humains allaient être obligés d'avoir une conscience collective, que ça repose d'une pour une part, sur un pied, pour une part sur le pied technologique et scientifique. Mais il y a un autre pied qui est complètement différent, pour moi, aujourd'hui et qui est, et alors donc c'est là que je te dis, là, c'est de s'interroger sur on parle de conscience collective et alors qu'est-ce que c'est que la conscience? Et là, je suis obligé d'écouter des gens comme le philosophe allemand Hartmut Rosa, que je trouve très intéressant, qui dit, son premier livre qui l'a fait connaître, c'est Accélération, en disant: «On est pris dans une roue de hamster, ça va de plus en plus vite et on est de plus en plus content». Parce que si je te dis que mon téléphone, mon smartphone va de plus en plus vite, a une mémoire 10 fois plus grande et que je peux communiquer avec 10 fois plus de gens, ah bah, tout le monde va applaudir: «Bravo, bravo, ça va de plus en plus vite, ça va de plus en plus vite» et d'ailleurs, tout notre système est fondé sur la croissance et s'il y a pas de croissance, tout le monde se lamente, de la gauche à la droite. Il faut de la croissance, il faut de la croissance. Or, nous dit Hartmut Rosa, c'est notre malédiction. Actuellement, on est prisonnier de ça. Comment s'en sortir? Et son deuxième livre qui aurait fait plaisir
je pense aussi à Teilhard et à Vernadsky, c'est de dire: «Il faut que nous réapprenions à entrer en résonance avec le monde, avec ce qui nous a engendrés». Parce que si on dit que la noosphère, c'est la suite du programme inéluctable, il y a eu une lithosphère, puis une biosphère, puis une anthroposphère et puis avec sa technosphère létale qui la technosphère, elle tue la biosphère. Donc ça, il y a un problème parce que si tu tues, la matrice qui te porte, tu vas disparaître. Donc il faut une noosphère et cette noosphère, elle va jaillir, elle va arriver automatiquement, mais elle va arriver automatiquement à condition que tu tiennes compte des lois qui régulent le truc depuis le début, en particulier qui régulent la biosphère. Or aujourd'hui, on le sait très bien, les humains n'y arrivent pas. Soit qu'ils ne veuillent pas, ils s'en foutent complètement, à la Trump, Poutine, et cetera, ou grosses compagnies qui disent fuck le réchauffement global, ça n'existe pas, on continue à donf, alors vraiment comme des porcs. Mais aussi tous ceux qui sont de bonne volonté, qui aimeraient bien, oui, 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 on va changer, mais non, ils savent pas, ils savent pas, et c'est là que je suis obligé de reconnaître aux jeunes, de reconnaître devant les jeunes gens à qui je raconte moi cette histoire que, il est possible qu'on soit obligé d'en passer par des moments pas évidents, pas évidents, à des moments peut-être très, très durs qui ressemblent à des guerres. Ce que je voudrais dire, sur l'aspect, conclusif de ce qu'on raconte sur la noosphère, ce que tu as montré dans ton livre, c'est que si on comprend que c'est un processus long, alors c'est plus facile de comprendre les autres étapes. Le problème, c'est que tout le monde vit ce que nous sommes en train de vivre dans un continuum écrasé. Alors, si tu vis la noosphère en même temps que tu vis la déconstruction et que tu vis toutes les ruptures que nous vivons, évidemment, c'est compliqué parce que c'est comme tout à l'heure, Adam et Ève et on descend du singe. Ça écrase des choses qui ne sont pas sur le même plan. Ce qui est intéressant avec la noosphère, c'est que c'est une perspective du temps long, du temps moyen et du temps long. Et aujourd'hui, on est dans une très grande régression globale à tous les niveaux. Je parle même pas des effondrements et autres, et c'est comme si on allait toucher l'humus de notre conscience pour arriver à rebondir. Le grand pari qui se place, c'est est-ce qu'on va survivre à cette descente ou pas? Et tout dépendra le nombre d'acteurs qui seront d'un côté et de l'autre. Si on regarde la masse des acteurs et les milliards qui sont mis sur la destruction, on peut supposer qu'on n'a aucun avenir en tant qu'humanité. Mais parce que la visibilité, en tant que journaliste, tu sais comment ça marche, la visibilité est mise sur la destruction. La visibilité n'est pas mise avec autant d'énergie et de milliards sur tout ce qui pousse, sur tout ce qui est vivant et qui nourrit très objectivement la noosphère. Et donc pour récupérer les plus jeunes qui sont effectivement de façon tout à fait légitime dans un dans une dépression quant au court terme, effectivement, il est fort possible qu'on ait des temps difficiles, mais on aura des temps d'autant moins difficiles, surtout que dans ton livre, tu parles de Pablo, dès l'instant qu'on sera conscient de la notion d'entraide. Plus on met d'énergie sur l'entraide, la coopération dans une perspective de noosphère, et moins c'est déprimant sur le court terme. C'est compliqué le court terme, mais c'est moins déprimant. Par contre, si on se fait avoir par le discours dominant et Trump avec son outrance et tout ce qu'il réalise et tous les adeptes qu'il a partout, évidemment nous fait croire que c'est la seule direction avec, Musk de l'autre côté. Là, effectivement, il y a de quoi déprimer. Donc moi, mon objectif, en te permettant de relater ce beau projet et ce beau livre et ce chemin qu'il y a à découvrir dans cet ouvrage, c'était à montrer que certes, nous sommes dans l'anthropocène qui a et l'anthroposphère qui détruit littéralement, la vie et la planète, et en même temps a surgi la noosphère, c'est-à-dire cette conscience collective humaine connectée avec le vivant et interagissant avec le vivant et qui est source de vie, et comme tu l'as précisé, il y a de la ressource dans la vie que nous ne soupçonnons pas, et nous allons peut-être créer nos propres antibactéries tout seuls. Je te laisse le mot de la fin. Eh beh, écoute, je te remercie, c'est exactement ce qu'il fallait dire, exactement, et que pris par mon flot verbal, je n'ai pas en que je n'ai pas su dire aussi bien, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'est une échelle de temps différente, mais qui nous permet
qui nous permet d'espérer. Et tu cites Pablo, effectivement, Pablo, le jeune Sacha, je vais l'amener chez Pablo Servigne parce que nous sommes amis et Pablo, heu, va essayer de le convaincre que, que l'eau, c'est la vraie loi de la jungle, c'est l'entraide, beaucoup plus que la compétition, et la violence. Et ça, c'est tout simplement il faut tout simplement le comprendre quand on dit: «Ah, ben qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça». Ben oui, les bon, on pourrait dire, sans toucher le point Goodwin et de parler des nazis, mais ben c'est la loi de la jungle, qu'est-ce que vous voulez? C'était la loi de la jungle et la loi de la jungle, ben ils ne la connaissent pas du tout, les gens qui disent ça. Heu, la loi de la jungle, si la loi de la jungle, c'était le plus fort gagne, eh ben, il y a longtemps qu'il y aurait plus de vie sur terre, tout simplement parce que le gagnant, ben, voilà, il a gagné, il a tué tous les autres et il se retrouve tout seul et c'est fini et l'aventure est terminée et donc mais comprendre, en effet, comprendre dans le long terme, dans le temps long, ça c'est sûr, comprendre dans le temps long que la loi qui a qui régule les processus depuis le début, c'est beaucoup plus une loi d'entraide, c'est pas du tout faire de l'angélisme ou faire de l'irénisme, pas du tout. C'est tout simplement comme ça que marche le réel et arriver à le faire comprendre, heu et ben, oui, c'est alors quand je disais dessiner des pointillés, oui, je pensais à, bah, le livre de Pablo et de Gauthier Chapelle, «L'entraide, l'autre loi de la jungle», parmi tous les livres qu'ils ont écrits et qui sont tout à fait pertinents, moi, m'ont beaucoup aidé. C'est pour ça que je les cite dans mon propre livre. On se tient par la main les uns les autres. Eh ben, écoute, merci. Peut-être que le grand message qui nous est proposé au travers de ton ouvrage et puis on écoutera, la prochaine fois, tes propos sur l'autre ouvrage, c'est peut-être que nous prenions conscience, mais conscience, comme tu l'expliquais sur la noosphère, c'est-à-dire à toutes les dimensions de nous-mêmes, individuellement et collectivement, des principes de la vie. C'est-à-dire que pour le moment, nous sommes dans un temps de destruction, c'est on nous avait mis la valence de nos mouvements humains essentiellement sur, Thanatos, c'est-à-dire sur l'énergie de destruction et il faut absolument qu'on se rappelle comment ça marche l'énergie de vie. Parce que la vie sur terre, comme tu l'as précisé pour les bactéries, elle nous survivra. Il y a pas de souci avec ça. La terre ressemblera, on ne sait pas à quoi, mais elle nous survivra. Nous, non, si on continue comme ça. Donc Exact. on a une exigence à nous réveiller, pas juste intellectuellement, mais il faut qu'on aille travailler notre ego comme les premières bactéries ont travaillé l'hydrogène et l'oxygène. Il va falloir qu'on sorte le truc qui marche pas chez nous, qui est l'ego, pour comprendre qu'on est mu par autre chose, qu'on est des petits artisans de la vie et que pour ce faire, on laisse de l'espace à l'autre, à l'ensemble pour survivre. Voilà et que les lois de l'entraide, de la coopération sont supérieures à celles de la compétition et nous faisons aujourd'hui le contraire de ce que le vivant a toujours fait. En situation de crise, pour reprendre Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, L en situation de crise, la vie coopère. Elle est compétitive, c'était les observations de Darwin, quand il y a situation d'abondance et nous faisons le contraire. En situation de crise, on se bat. Eh ben, ça va pas du tout. Voilà, donc c'est là qu'il faut absolument qu'on retravaille notre disque dur interne pour nous remettre dans le bon sens et réapprendre à manifester ce dont nous sommes, constitués. Et ce vivant, ça n'est pas un mot creux, c'est un mot vibrant et il faut absolument qu'on se le réapproprie pour le manifester. Voilà. Alors il y a heureusement toutes sortes de contre-exemples. Moi, depuis 50 ans, je vais dans un petit village du Limousin où nous avons plein d'amis qui sont, des Parisiens comme moi, des locaux, fils de paysans, beaucoup d'Anglais. Il y a plein d'Anglais qui viennent en ce moment, et ça forme un melting pot formidable, très, très, très solidaire.
s'il y avait une catastrophe, je sais que ces gens-là, je peux compter sur eux, et eux peuvent compter sur moi. Donc voilà, c'était une des visions de Vernadsky quand il craignait l'avenir. Il disait: «Il faut absolument que se constituent partout dans le monde des petits cercles de solidarité incassables, reliés les uns aux autres». Ça, c'est les oasis de Pierre Rabhi. C'est les oasis de Pierre Rabhi, tout à fait, tout à fait. Et 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 ils existent, c'est ça. ils existent, c'est pas juste une vue de l'esprit, on en voit partout. Alors, heu, il faudrait qu'il y en ait plus, il faudrait, qu'ils se relient entre eux, c'est une autre histoire, mais j'adhère tout à fait à la façon que tu as eu de présenter les choses. Eh bien, écoute, je te remercie pour cet entretien-ci et nous allons annoncer qu'il y en aura un autre sur ton autre ouvrage sur la conscience. Rappelle, donc je vais montrer, celui-ci et puis, rappelle le titre de l'autre Du livre que suivant, celui dont on parlera la prochaine fois, bah, ça c'est s'appelle «Le soleil est-il conscient?» voilà et donc on va se retrouver pour celui-là. Eh bien, écoute, je te remercie pour cet entretien et passionnant et je te souhaite une belle journée. Eh ben, pareil, pareil, et je t'embrasse Christine, merci beaucoup.